Monsieur Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté cet entretien qui va être consacré aux événements en Russie et en Ukraine. Je ne dirai pas le nom de la personne qui nous a mis en relation, mais je tiens à la saluer et lui dire merci pour d'avoir joué l'entremetteur. J'ai une question rituelle, habituelle. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas et pour ceux qui croient vous connaître? Alors, je suis père de famille, j'ai 50 ans passés. Voilà, j'ai 3 enfants, je suis un ancien officier parachutiste saint-cyrien. Je suis passé, par la Sorbonne également, j'ai fait un 3e cycle, un DEA qui peut-être aboutira un jour à un doctorat, mais plutôt quand je serai à la retraite, je pense. Et donc je suis sinon un homme d'affaires, je suis basé à Moscou. Et j'ai publié, donc j'en suis à mon 3e livre. Alors j'ai eu des publications où j'ai participé, hein, sur des colloques, des actes et cetera, mais mes 3 livres, c'est le premier, c'est La Nouvelle Grande Russie chez Ellipse. Le second, c'est Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Donc ça, c'était en 2015, c'est aux éditions du Rocher, alors qui connaît une nouvelle fortune, et j'ai publié en décembre, le livre noir de la gauche française en auto-éditeur qui marche très bien. Et donc je prépare là, en fait un nouvel ouvrage sur la totalité du conflit ukrainien, hein, qui sera en fait une suite à celui que j'ai déjà publié et qui sera également en auto-éditeur. J'espère l'avoir fini dans les semaines qui viennent. Voilà en gros, et donc j'ai une chaîne YouTube qui est en train de se faire censurer, qui devrait fermer. Mais bon, c'est pas grave, la technologie nous permet d'avoir des supports alternatifs comme Odyssey, Rumble, voilà. Voilà en gros. Bon, bah, écoutez, merci pour cette présentation. Deux autres questions préliminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Récemment, en France, beaucoup de gens ont dit que Poutine était un dictateur. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que Vladimir Poutine peut-il être considéré comme un dictateur? Non, je pense pas. La question, c'est pas Vladimir Poutine, c'est est-ce que le système, politique russe est une dictature? Évidemment, il ne l'est pas. Il y a différents partis qui sont représentés au parlement, le parti communiste est le principal opposant. Vous avez également un parti, on va dire social-démocrate, et puis vous avez un parti nationaliste, donc autour du fameux Jirinovski, dont on verra s'il est capable de survivre à la mort, plus ou moins annoncée. Alors, on l'a annoncé mort, en fait, il est pas mort, mais bon, il est tout de même dans un mauvais état de santé, donc on verra. On verra, mais en tout cas, il y a un véritable, il y a une véritable démocratie. Simplement, il y a des questions sur lesquelles aucun de ces grands partis ne transige, c'est-à-dire, les questions sur les valeurs familiales, les questions sur le patriotisme, les questions sur la grande guerre patriotique. Donc tout ça n'est pas un sujet de débat entre ces partis. Ça l'est chez le microcosme, de ce qu'on appelle les libérales, que vous pourriez traduire par gauchistes, en français, et qui eux, remettent en cause et ont remis en cause à plusieurs reprises, par exemple, le sacrifice pendant le siège de Léningrad, qui essaye d'insulter un peu la mémoire de des soldats russes ou des soldats soviétiques ou de l'histoire russe, qui reprend un peu cette fable que, les occidentalistes en Russie ont toujours utilisée pour, dénigrer l'héritage millénaire, russe. Donc voilà, mais cela ne représente rien et ça, on pourra peut-être tout à l'heure en reparler, c'est aussi une des graves erreurs des occidentaux, c'est d'avoir cru leurs propres mensonges. Les libérales ne représentent rien en Russie, ni électoralement, ni même dans la population, et je dirais même au sein de la bourgeoisie, gauchiste, c'est-à-dire donc qui sont le cœur de ces libérales, mais même aujourd'hui, on le voit, il y a une majorité qui soutient, l'opération, en Ukraine. Donc voilà, donc c'est une démocratie. Je peux vous donner un exemple aussi. J'ai participé souvent à des débats à la télé russe à une époque. Alors maintenant, on me réinvite, mais c'est plus vraiment des débats, c'est plutôt des commentaires que je fais. Et à cette époque, il y avait tous les courants étaient représentés, y compris les courants anti-russes. C'est-à-dire que vous aviez un nationaliste polonais, vous aviez un nationaliste ukrainien, qui pouvait dire tout le mal qu'il pensait de la Russie et même être payé pour ça. Moi, je ne me faisais pas payer, mais eux, je les voyais à la fin, ils étaient rémunérés officiellement, hein, en tant qu'intervenants, vous voyez? En tant que consultants. Donc, au contraire, les Russes aiment bien le débat, politique, sur leur télé. Alors, c'est même des fois des foires d'empoigne. C'est pour ça que moi, par exemple, j'y participe pas parce que ça m'intéresse pas. Mais, cela dit, il y a une liberté d'expression, sur les chaînes de télé, russes, dans les grands médias russes qui n'est même pas imaginable en France. Si vous voulez, c'est le niveau de la liberté d'expression, c'est comme si moi, j'étais invité dans C'est dans l'air. Oui, ou non, C'est à vous.
Ce serait ça. Ou un invité consultant pour les questions militaires sur BFM TV. Il peut y avoir ça en Russie. Alors en ce moment, un peu moins parce que la Russie est en guerre, il faut dire la vérité. Mais sinon, encore une fois, j'ai assisté à des débats inimaginables en France. Très bien. Et simplement, juste oui, pour finir, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Poutine est un personnage historique. Donc, vous pouvez mettre n'importe qui face à lui devant n'importe quelle élection, il va gagner. C'est tout, parce qu'il a tellement fait pour son pays. Et les Russes, moi, je suis arrivé en Russie en 2000, le 26 mars 2000, ça a fait 22 ans il y a quelques jours. Et enfin, j'ai vu la transformation extraordinaire du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue. Et puis, il y a eu la reconstruction de l'armée russe, puisque l'armée est quelque chose d'important pour la Russie. Donc voilà. Non, non, la Russie n'est pas une dictature, et en tout cas beaucoup moins que la France. Bien, écoutez, merci de cette réponse très complète et de l'avoir étendue au-delà de Poutine et parler carrément du système russe. Et deuxième question préliminaire, est-ce que Zelensky est l'homme de la situation pour l'Ukraine et surtout, est-ce que ce n'est pas dérangeant pour le peuple ukrainien d'avoir comme président un monsieur qui a été comique, qui a fait le pitre à la télé, qui faisait des clips dans des tenues très légères, qui a même fait du piano avec son pénis. Est-ce que ce n'est pas dérangeant pour les Ukrainiens? Et de manière générale, est-ce qu'aujourd'hui, en Occident, on le présente comme l'homme qui s'est révélé avec cette crise? Donc voilà, est-ce que Zelensky est l'homme de la situation pour l'Ukraine? Alors, pour comprendre l'arrivée de Zelensky au pouvoir, il faut remettre dans le contexte. Lorsque Zelensky arrive au pouvoir, en fait, il est la vedette d'un feuilleton à la télé ukrainienne qui s'appelle Sluga Naroda, c'est-à-dire le service du peuple. Et donc, c'est l'histoire d'un prof ukrainien qui, un jour, énervé, dans sa salle de classe, je crois, si je me souviens bien, commence à tempêter contre les autorités corrompues de l'Ukraine et est filmé en cachette par ses élèves, c'est publié, et donc il fait des millions de vues, et du coup il décide, pour emmerder le système, d'être candidat. Et un bon matin, comment ça s'appelle, le service de sécurité du pays arrive et lui dit: voilà, vous êtes le nouveau président ukrainien. Et à partir de là, en fait, il déroule un personnage sympathique qui essaie de régler les problèmes, pas du tout hostile à la Russie d'ailleurs, hein. Et il se fait élire, donc c'était attendez, j'ai peur de dire une bêtise, en 2018 ou 2019, bon, peu importe. Il se fait élire il y a 3 ans sur un programme de réconciliation avec la Russie et d'application des accords de Minsk, exactement comme son prédécesseur Poroshenko. Le problème, c'est qu'il arrive dans un milieu, dans un monde qui est totalement contrôlé par des forces que vous ne voyez pas représentées dans les partis politiques russes. C'est-à-dire, et surtout, c'est un pays qui est sous tutelle de Washington et des Occidentaux. Et une fois arrivé au pouvoir, il aura eu 6 mois pour appliquer son programme, c'est-à-dire appliquer les accords de Minsk et se réconcilier avec la Russie, mais il n'a pas le courage ou la volonté, ou voilà, de toute manière, c'est un comique, en effet, vous citiez ce qu'il avait fait, mais il faut bien se rendre compte que les Ukrainiens n'ont pas voté pour lui parce qu'il se déguisait en femme et qu'il jouait du piano avec son pénis, mais parce que finalement, il a incarné une voie médiane dont l'Ukraine avait envie. L'Ukraine voulait sortir de la guerre civile, et malheureusement, il a trahi son engagement. Et ce qui arrive est de sa faute, c'est-à-dire que de toute manière, c'est lui le responsable. Même s'il est irresponsable, c'est lui le responsable. Mais derrière lui, il y a des forces extrêmement sombres. On le voit notamment avec ce qui a été révélé sur les 30 laboratoires qui ont été d'ailleurs reconnus par Victoria Nuland, hein. Ce n'est pas une théorie du complot, qui fabriquaient des armes bactériologiques, hein. En plus, là, le ministère de la Défense a montré des choses monstrueuses qui étaient en préparation. Et en fait, ce n'est pas du tout un héros, c'est un incapable. Et je pense que c'est une marionnette sous cocaïne, et qui disent qu'on lui dit. De toute manière, c'est un acteur, mais ce n'est pas lui qui rédige le scénario. Vous avez employé un terme intéressant de guerre civile. Vous me facilitez la transition avec mon autre question. Cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, est-ce qu'elle a commencé en 2022 ou au contraire, est-ce qu'elle dure depuis 8 ans? Alors, cette guerre, elle a commencé depuis longtemps. À mon avis, elle a commencé depuis décembre 1991, quand, à cause de l'éclatement de l'URSS, des peuples qui avaient été enfermés sur le territoire appelé Ukraine
par les bolcheviks, à commencer par Lénine, Kaganovitch, Staline, puis en ce qui concerne la Crimée, Khrouchtchev, eh bien, ces territoires-là n'ont pas eu le choix. N'ont pas eu le choix qui a été donné à Kiev, c'est-à-dire de se séparer de l'URSS. Mais il faut voir que si tout le monde votait, y compris les Russes votaient pour l'indépendance de l'URSS, c'était notamment pour retrouver sa liberté. Et par exemple, les Criméens ont voté pour la fin de l'URSS, en gros pour le référendum organisé par le Parti communiste ukrainien, parce qu'eux voulaient se rattacher à la Russie. Et également le Donbass. Le Donbass rêvait d'être rattaché à la Russie puisqu'il n'avait jamais fait partie jusqu'à l'époque bolchevique, en fait. Il n'avait jamais fait partie de ce territoire ou même de ce monde qui était le monde, on va dire, de la petite Russie, de la Russe de Kiev. Et donc, en fait, à partir de là, surtout les forces qui sont arrivées au pouvoir, à commencer par Kravchuk et tous ses successeurs, ont entretenu un mythe que l'Ukraine n'était pas la Russie. Et d'ailleurs, le deuxième président ukrainien, qui s'appelait Kuchma, avait écrit un livre en ukrainien qui s'appelait Ukraina ne Russie. L'Ukraine n'est pas la Russie. Et dans lequel, d'ailleurs, il rendait hommage au travail des bolcheviks, puisque l'ukrainisation forcée, elle n'a pas commencé en 2014, pardon, elle a commencé sous les bolcheviks à partir de 2021, 2022. Donc, en fait, tous les présidents qui se sont succédés, y compris ceux qui étaient accusés d'être pro-russes, comme Yanukovych, ont en fait continué cette politique de dérussification, y compris lorsqu'ils avaient promis, et c'était le cas Yanukovych, de rentrer dans l'union douanière avec la Russie, de faire de russe une langue officielle, etc., etc. Donc tout ça, ça n'a jamais été tenu parce que les lobbies pro-occidentaux, alors là, je vous renvoie aux ouvrages de Pierre-Antoine Plaquevent, qui est là-dessus, sur son ouvrage sur Soros notamment, ont été extrêmement actifs. Et il y avait une telle pression et de telles promesses qui étaient faites par l'Union européenne que comment dirais-je, ce processus de dérussification l'a toujours emporté. Simplement, à un moment, les Occidentaux ont trouvé que ça n'allait pas assez vite et que surtout avec Yanukovych, il y avait quand même des forces pro-russes qui étaient encore trop actives en Ukraine. Et donc, ils ont organisé ce coup d'État de Maïdan en s'appuyant sur les forces les plus sombres, on va dire, les plus noires de l'Ukraine. Et à partir de là, cette guerre civile qui était larvée est entrée dans une phase active. À partir du moment où, voyant le résultat de ce coup d'État, voyant arriver des ministres ukro-nazis, notamment le ministre de la Défense au gouvernement, à partir de février 2014, eh bien, la Crimée a demandé son indépendance. Ça a été extrêmement rapide parce que la Crimée avait un parlement très autonome, ce qui n'était pas le cas donc, du Donbass. Et surtout, ça a donné le signal pour le reste de l'Ukraine. Et à partir de là, eh bien, pour répondre à votre question, c'était le début d'une guerre civile qui a duré jusqu'en février dernier. Et il faut voir aussi que de toute manière, ce qui se passe en Ukraine, pour l'essentiel du territoire ukrainien, je dirais jusqu'à une ligne qui irait à partir de Kiev et qui irait vers le sud, c'est une guerre civile au sein du monde russe. C'est une réalité, en fait. C'est pour ça que la Russie, d'ailleurs, n'appelle pas ça une guerre. Ils appellent ça des opérations spéciales. Je dirais, moi, j'avais appelé ça dans une des interviews, je crois que c'est avec Slobodan Despot, j'avais appelé ça une opération de police dans le monde russe, en fait, voilà, pour éliminer les éléments les plus dangereux et puis surtout mettre fin à toute cette politique folle dans les laboratoires. Il y a le programme nucléaire secret. Enfin, on découvre des choses au fur et à mesure que l'armée russe rentre à l'intérieur du territoire ukrainien qui sont presque sataniques. Très bien. Alors, très rapidement, sur Internet, on a vu fleurir sur des comptes pro-russes ou sur des comptes d'observateurs objectifs, ni pro-russes, ni pro-ukrainiens, on a vu des cartes de la Russie avec des bases de l'OTAN. Et beaucoup de gens ont dit que le fait qu'il y ait des bases de l'OTAN sur les frontières russes, c'était justifié que les Russes entrent en guerre pour se défendre parce qu'il y avait une espèce d'agression. Et en fait, cette semaine, j'ai réalisé un entretien avec un grand professeur d'université, géopoliticien, Jean-Charles Geoffrey, qui est en ligne, qui lui considère Poutine comme un dictateur. Il me disait au cours de cet entretien que quand on voit la taille de la Russie, l'argument des bases de l'OTAN qui encerclent la Russie
c'était pas un argument sérieux. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Bah, moi, je trouve que ça, c'est un argument idiot, très honnêtement. Parce que c'est pas parce que la Russie est grande qu'elle est pas vulnérable. On l'a bien vu pendant la Grande Guerre patriotique en 1941. Une fois que l'armée allemande est rentrée, est arrivée aux portes de Moscou, ou que quand quand il y a eu le plan Fall-Blau en 1942, qu'elle est arrivée jusque dans le Caucase, si les Allemands l'avaient emportée, c'est pas parce qu'il restait encore tout le territoire à l'est de l'Oural que la Russie aurait été sauvée. Donc ça, c'est un argument, un argument idiot, hein, je suis désolé. Ensuite, l'essentiel, pour l'instant, il va y avoir un grand développement de la partie extrême orientale donc dans les années qui viennent, hein. Ça, c'était déjà en marche depuis un an, 1 ou 2 ans. Et l'essentiel aujourd'hui de la population russe et de la population et de l'économie russe aujourd'hui, il est à l'ouest de l'Oural, donc dans cette partie européenne de la Russie. Donc voilà, c'est pas un argument sérieux. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la Russie n'aurait pas fait la guerre parce que les pays baltes étaient dans l'OTAN, ni parce que la Pologne était dans l'OTAN. Elle l'avait plus ou moins acté, elle n'en était pas satisfaite, mais ce qu'elle voulait, c'était que l'OTAN s'arrête, c'est-à-dire pas d'opération de déstabilisation en Biélorussie et surtout pas d'intégration de l'Ukraine, ni dans l'OTAN, ni même dans l'Union européenne, qui est en fait l'antichambre, hein, de l'intégration dans l'OTAN. Donc, c'est ça que voulait la Russie. Et les Occidentaux ne l'ont pas pris en compte, ont refusé de le prendre en compte. Et donc, ça, effectivement, ça a été, je dirais, ça a été la ligne rouge que les Russes avaient mis depuis le début. Les Russes ont mis des lignes rouges. Et surtout, il a été clair à chaque fois que Poutine ne bluffe pas. Les Occidentaux ont eu des démonstrations en 2008, lorsque Saakashvili a voulu faire une opération, pareil, cette fameuse solution croate, d'épuration ethnique de l'Ossétie du Sud et à terme de faire de faire la même chose en Abkhazie. La Russie est intervenue, a battu militairement l'armée géorgienne et a reconnu l'indépendance et a priori bientôt, au moins pour l'Ossétie du Sud, le rattachement à la Russie, hein, on en parle aujourd'hui. Donc, les Occidentaux avaient un exemple que quand ils venaient chercher la Russie dans son étranger proche, la Russie réagissait, y compris militairement, et que les conséquences étaient catastrophiques pour le pays qui avait servi de pion, en fait, hein. Voilà, donc ils ont eu cet exemple-là en 2008. Ils n'en ont tiré aucune leçon. Ils ont fait Maïdan. Ils ont perdu la Crimée, qui a été une immense humiliation pour Washington. Le père de la Crimée, Sébastopol surtout, a été une grande humiliation pour Washington. Ils n'en ont pas tiré de leçon. Et ils ont commencé à préparer toujours cette solution croate, cette fois dans le Donbass. Les Russes l'ont appris et pourtant les Russes avaient prévenu. J'ai retrouvé, je le mettrai en ligne dans une de mes parce que je relis toutes mes notes et je regarde toutes les vidéos que j'ai faites depuis maintenant 8 ans. En 2018, il est demandé à Vladimir Poutine, il paraît que les Ukrainiens voudraient attaquer dans le Donbass pendant la la coupe du monde de football qui est organisée en Russie et à ce moment-là, Vladimir Poutine a répondu: «S'il faisait ça, ça remettrait en cause l'existence même de l'État ukrainien», quelque chose comme ça. Donc les choses, elles sont claires depuis le début. Mais une fois de plus, les Occidentaux ont cru que, bah, peut-être parce qu'eux bluffent souvent et parlent beaucoup et agissent peu, que Vladimir Poutine ne le ferait pas. Et, et surtout, je pense que les Occidentaux étaient arrivés dans une impasse économique avec l'Ukraine et qu'ils se disaient que tant que c'était encore possible, eh bien, il fallait lancer une grande offensive dans le Donbass. Voilà. Donc Poutine a été extrêmement clair. Il n'aurait pas fait la guerre à cause de la progression de l'OTAN, même si on avait promis le contraire en 1991. Il ne l'aurait pas fait, dès 1990 d'ailleurs, il ne l'aurait pas fait parce qu'il y a l'OTAN, encore une fois, dans les pays baltes, mais l'Ukraine, c'était clair, c'était vraiment, c'était limpide. Et voilà, donc c'est pour ça, non, je pense que cet argument est nul. Voilà. Au vu du conflit depuis le début du conflit et son évolution, est-ce qu'on peut considérer que les Russes ont sous-estimé la résistance ukrainienne? Concrètement, est-ce que les services de renseignement russes se sont trompés? Non, je pense je pense qu'ils ont surestimé, d'une part, l'armée ukrainienne,
Ce qui explique d'ailleurs qu'à un moment, notamment la progression dans le sud, dans la région de Kherson, qui aujourd'hui est totalement sous contrôle russe et pacifiée, on peut dire. C'est clair que les Russes eux-mêmes étaient surpris par la vitesse de la progression. En revanche, je pense que ce qu'ils ont sous-estimé, c'est et à mon avis aussi, ils pensaient que l'armée ukrainienne serait capable de manœuvrer. L'armée ukrainienne est une armée qui s'enterre et qui ne manœuvre pas. Et ça, c'est lié, donc pour la raison que je vais donner maintenant, ce qu'ils ont sous-estimé, c'est le poids des unités de représailles dans l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que vous avez donc les unités de représailles, c'est ce que moi j'appelle les ukronazis, il n'y a pas que moi d'ailleurs. Donc c'est les bataillons Azov, Donbass, Dniepradine, qui ont été mis et après plus ou moins adaptés, reconvertis en 2014, mis en place, qui eux sont vraiment des ukronazis qui reprennent toute l'idéologie du début du XXe siècle par l'équivalent des nationaux-socialistes côté ukrainien, c'est-à-dire des gens comme Dimitro Donsov, comme Merkinovski. J'en ai parlé dans mon livre, hein, qui est là, si ça vous intéresse, sur l'Ukraine. Je détaille un peu le discours qui est fait. Donc, c'est une idéologie raciste qui reprend le mythe d'une Russie asiatisée, je ne sais pas comment dire, qu'on retrouve après également dans toute cette idéologie anti-slave et anti-russe au sein du national-socialisme lui-même, hein, d'Adolf Hitler. Donc vraiment une idéologie raciste anti-russe. Et donc ces gens-là sont les plus motivés. Mais si vous voulez, et donc c'est ceux qui ont été le plus formés notamment par l'OTAN. Mais ces gens-là ne sont pas des techniciens de la guerre, ce sont des fanatiques. Donc vous leur donnez du Captagon, quelques drogues et une Kalachnikov, ils vont s'enterrer, ils vont se cacher dans les appartements au milieu des femmes et des enfants, ça leur pose aucun problème. Le problème, c'est que comme les Occidentaux n'avaient pas confiance dans l'armée ukrainienne, ils ont mis ces gens-là à des postes de commandement. Et ces gens-là sont incapables de commander parce que la guerre aujourd'hui, surtout la guerre que mène la Russie, elle est technique. Donc il faut des artilleurs, il faut des tankistes, il faut des spécialistes. Et ces gens-là ne le sont pas. Encore une fois, ce qu'ils sont capables, c'est de mourir à Berlin. Mais faire une offensive comme Barbarossa, ils en seraient bien incapables. Alors, pardonnez-moi, Donc c'est mais ça que les Russes ont. Mhm. j'avais entendu, alors peut-être que mes informations sont fausses, mais alors pas une promenade de santé, mais que Kiev tombera en 48 heures, qu'en 15 jours, ça serait Non. terminé. Non, 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 il ne faut pas confondre. Justement, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Guerre éclair et campagne éclair. Il y a un historien allemand, qui est un colonel ou un général, qui s'appelle Karl Asfrieser, qui a publié un livre qui s'appelle Le mythe de la guerre éclair. Et il explique qu'en fait, la guerre éclair, c'est quelque chose qui n'avait jamais été théorisé par le national-socialisme. C'est de la propagande à la Goebbels. Et ce qui s'est passé en France, ce n'est pas une guerre éclair, c'est une campagne éclair, mais qui a eu des conséquences politiques parce que Paris a été déclarée ville ouverte. Mais de toute manière, après le coup de faux de Manstein, Guderian et compagnie dans l'armée que cet idiot de Gamelin avait envoyé en Belgique, et donc il a complètement isolé du reste de la France, après le coup de faux qui a été effectué, la guerre était perdue. Enfin, la bataille était perdue pour la France. Et ce qui aurait dû amener à une capitulation, pas une armistice, mais en fait, et pourquoi pas de la continuer à partir de l'Angleterre ou de l'Empire Ouais. l'Empire en Afrique. Voilà, ça aurait été quelque chose de logique. Mais de toute manière, la défaite opérative était tellement radicale que ça n'aurait servi à rien de s'enfermer dans les villes et de faire ce que Hitler a fait. Au contraire, lui, le Festung-Befehl, hein, c'est-à-dire on s'enferme dans les villes et on se défend et on se défend une fois qu'on est encerclé. Donc la victoire opérative de la Russie, elle a quasiment été obtenue en 3 jours. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si la première fois que les Ukrainiens demandent à négocier, c'est au bout de 48 heures. Parce qu'en fait, ils se rendent compte du désastre de la même manière que lorsqu'il y a eu le coup de faux de Manstein, bah, les militaires français se sont rendus compte du désastre que c'était et que bon, bah, on essaierait de faire quelque chose, mais qu'en gros, c'était perdu parce que l'essentiel et les meilleurs de nos forces étaient partis dans le nord et étaient coupés du reste. Alors après, ce qu'ont essayé de faire les Français, notamment Weygand, ça a été d'essayer de faire une nouvelle ligne d'arrêt pour essayer, vous voyez,
de contre-attaquer, enfin en tout cas de rassembler des forces, mais c'était déjà trop tard. Et moi, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, ce que aurait dû faire Zelensky, c'est pas de donner le Festung Befehl, c'est au contraire de récupérer ses forces, de créer une ligne de défense dans les territoires de l'ouest de l'Ukraine où il savait que les Russes n'iraient pas parce que les populations sont hostiles aux Russes, contrairement aux populations de l'Est et du Sud. Et c'est ça qui aurait été militairement rationnel. Mais là, on n'est pas dans le rationnel, on est dans l'idéologie et dans le fait que l'Occident croit ses propres mensonges. Et c'est aussi pour ça que vous voyez bien que les sanctions qui ont été données par les Occidentaux ont été données dans la catastrophe. Et petit à petit, les premières sanctions eh bien, sont annulées. Les Américains viennent d'annuler la sanction sur la livraison de l'engrais. Au dernier moment, ils ont annulé les sanctions sur les livraisons d'uranium. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont pris des volants de sanctions qui étaient, le Congrès était tellement en panique qu'ils ont pris des sanctions énormes et petit à petit, ils les ajustent par rapport pour éviter que ça leur nuise. Mais pour les Américains, c'est pas trop grave parce que leurs échanges avec la Russie sont pas trop élevés. Mais pour l'Europe, c'est catastrophique et bien plus pour l'Europe que pour la Russie. Donc voilà, non, non, la victoire opérative de la Russie, je vais être gentil, je vais dire une semaine, mais en fait, c'est 3 jours. Après, effectivement, Festung Befehl, donc là, maintenant, les Russes, ils doivent faire 2 choses. Prendre les villes qui les intéressent. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver en deuxième étape. Mais là, maintenant, l'étape finale, c'est la destruction complète de l'armée ukrainienne qui est dans l'Est. Et d'ailleurs, c'est les objectifs qui ont été fixés il y a 2 jours par Shoigu, qui ont dit, voilà, on a détruit le complexe militaire-industriel ukrainien. Ça a été reconnu d'ailleurs par un conseiller de Zelensky qui s'appelle Arestovitch. Il l'a dit hier, je crois. Il a dit, les Russes ont détruit la totalité de notre complexe militaire-industriel. Donc ça, c'était l'objectif de démilitarisation. Ils ont détruit la quasi-totalité des avions. Ils ont détruit les 2 tiers des hélicoptères. Ils ont détruit des tanks. Ils ont détruit ils ont détruit le ravitaillement. Et là, maintenant, on va assister je dirais, à la mère de toutes les batailles de cette guerre, qui va être l'encerclement de ce qui reste de troupes ukrainiens, donc de plus motivés, de mieux équipés, essentiellement dans le Donbass, qui est en train, où les Russes ont accumulé énormément de forces. Kiev a envoyé des forces parce qu'ils se rendent compte de l'enjeu. Celui qui va gagner cette bataille a gagné la guerre, définitivement. Oui. Et donc là, on va assister dans l'Est à la mère de toutes les batailles, oui, en ce qui concerne cette guerre. Mais l'objectif opératif russe a été atteint en 3 jours. En 36 heures, ils étaient dans la banlieue de Kiev. Personne ne s'attendait à ça. Et ils sont rentrés dans le sud de l'Ukraine comme dans du beurre. Comme dans du beurre. C'est impressionnant ce qui a été fait. Croyez-moi, ça va être étudié à l'école de guerre en France ces 30 prochaines années. Attaquer un pays en infériorité numérique, puisque les Russes étaient a priori entre 100 et 150 000 au début. Aujourd'hui, ils sont entre 150 et 200 000, on ne sait pas trop. Mais attaquer à moins de 1 contre 1, alors que normalement, tout le monde sait qu'en offensive, il faut être au moins 3 contre 1, c'est la base de ce qu'on apprend en école d'officier, et l'emporter aussi facilement, et bloquer l'armée ukrainienne sur les 2 tiers de son territoire, parce que c'est ça la réalité, c'est que dans les faits, la Russie contrôle les 2 tiers du territoire ukrainien, notamment par son aviation, sa supériorité aérienne, c'est exceptionnel, c'est remarquable. Donc voilà. Après, peut-être que l'Ukraine va trouver la ressource pour l'emporter dans cette bataille, mais à mon avis, c'est mal parti. C'est très, très mal parti. Très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu beaucoup la presse, notamment la presse occidentale, et dans la presse occidentale, pour faire très simple, ils nous disent que les troupes russes sont jeunes, mal formées, avec du matériel obsolète, et les pertes ont été très lourdes. Qu'en est-il réellement, Monsieur Moreau, s'il vous plaît? Ah, écoutez, sur les pertes, de toute manière, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il faut être prudent. Les Russes ont annoncé il y a 5 jours, je crois, avoir eu 1380 morts et 3500 blessés, ce qui est logique. Généralement, vous avez un rapport de 1 à 3. Pour un mort, vous avez 3 blessés. Donc, ça fait 4000 hors combat, ce qui est tout à fait raisonnable. Et surtout, ce qui est important, c'est que il y a eu les 5 premiers jours, il y a eu 500 morts. Et là, les 800 morts de plus, les 700-800 morts de plus, ça a été pendant les 3 semaines qui ont suivi. Donc, les Russes sont maintenant plus prudents.
Ils ont compris que effectivement, il y aurait ces Festung Befehl, donc c'est-à-dire que les gens, qu'il allait falloir aller chercher les bataillons de représailles, mais également une bonne partie de l'armée ukrainienne, maison par maison. C'est ce qui se passe à Mariupol en ce moment, surtout qu'ils se cachent derrière les civils. Mais ils y vont quand même beaucoup plus prudemment. Du côté ukrainien, donc les Russes ont annoncé en gros 30 000 hors combat, dont la moitié de morts. Et ça me paraît tout à fait réaliste. C'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport un peu sur le modèle de la guerre en Irak. Quand vous avez une armée high-tech, parce qu'on va en parler tout à l'heure, l'armée russe est une armée de haute technologie qui contrôle totalement l'espace, enfin quasi totalement l'espace aérien, il est normal que les pertes en face soient énormes, d'autant plus qu'encore une fois, la seule chose que font les Ukrainiens, qui ne manœuvrent quasiment pas, c'est de s'enterrer. Donc là, une fois qu'ils sont enterrés, on voit où ils sont et on tire dessus au canon. Et ça prend du temps, parce qu'il faut y aller petit à petit, mais en gros, ça passe. Les pertes qui ont été données, d'ailleurs, tout au début, au bout d'une semaine, on annonçait 12 000 morts russes, 15 000, au bout de 15 jours. Ça voudrait dire, donc x3, ça voudrait dire quasiment 50 000 hommes au tas. Là, l'offensive se serait arrêtée. Voilà. C'est pas possible sur un contingent de 150 000 hommes de perdre 50 000 hommes. C'est simplement impossible. Donc, évidemment, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que c'est surtout le problème fondamental, c'est que les Occidentaux répètent la propagande qui est fournie par le ministère de la Défense ukrainien. Et donc, en fait, les annonces sont délirantes. Il n'y a aucun recul vis-à-vis de ces annonces. Alors, de temps en temps, le bobard devient trop large. Par exemple, on avait annoncé le combat héroïque sur l'île du Serpent à un moment. Et puis, bon, là, il s'est avéré que les troupes ukrainiennes avaient préféré de se faire tuer plutôt que de se rendre. On s'est aperçu qu'ils s'étaient rendus, que les Russes les traitaient très bien. Et que, en gros, tant que vous n'êtes pas un nazi, les Russes vous font signer un papier comme quoi vous renoncez à faire la guerre à la Russie. Et puis, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, de temps en temps, il y a un gros bobard, un truc un peu trop gros qui sort, mais la plupart du temps, eh bien, toute cette propagande est répétée et même si c'est complètement incohérent, d'autant plus que vous avez des militaires français, des généraux qui viennent reprendre et dire absolument n'importe quoi sur l'emploi de l'arme nucléaire tactique russe, enfin, des choses mais profondément délirantes, sans que personne vienne leur donner la contradiction. Donc, je pense que les chiffres russes sont assez réalistes. Mais maintenant, j'invite tout le monde à se faire à son idée. Allez voir sur les déclarations du ministère de la Défense ukrainien, allez voir les déclarations du ministère de la Défense russe, et puis on verra bien. Et encore une fois, si la Russie avait perdu, il y avait eu entre 40 et 50 000 hommes hors combat, comment ça se fait qu'elle contrôle les 2 tiers du territoire ukrainien, de facto? Comment ça se fait elle est dans la banlieue de Kiev? Et au Comment ça se sujet, fait ouais. pardon, et au sujet du matériel obsolète, Non, non, mais là, c'est pareil, c'est du délire. Mais ça, c'était pareil, c'était des choses qu'on entendait avant. Il y avait notamment un blogueur totalement incompétent sur la question, Titelman. Donc, tout le monde me demande, me demande de faire des commentaires de ses vidéos. J'en ai fait une fois, j'ai démonté ce qu'il a dit. Il ne connaît rien en armement, notamment en armement terrestre. Il expliquait qu'un Stinger pouvait être une arme anti-char. Donc, des choses, mais tellement débiles que ça ne devrait même pas être bon. Et lui, il disait que la Russie est incapable de faire des frappes de précision. Demandez aux mercenaires français qui venaient de passer la frontière polonaise et qui étaient près de Lvov si les Russes ne sont pas capables de faire des tirs de précision. Au contraire, il y a une suprématie technologique russe qui est totale. Simplement, à un moment, il faut aller au carton. Donc, il y aura des morts. Hein. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de morts. Je vous dis pas que les Ukrainiens n'ont pas quelques succès au moins de prestige. Il y a eu un entrepôt dans la ville, près de la ville russe de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, qui a brûlé cette nuit. Bon, ça ne va pas changer grand-chose au cours de la guerre, mais ils ont réussi ça. Donc, je le reconnais. Ils ont eu quelques jolis coups, mais absolument rien au niveau coordonné. Et technologiquement, ils sont tout simplement incapables de faire ce que fait la Russie. Mais d'ailleurs, je pense la France non plus. Hein. Moi, c'est ça aussi ce qui me fait quand même doucement rire, c'est que vous voyez ces généraux qui viennent pérorer, français qui viennent pérorer sur les chaînes de télé. Mais l'armée française serait incapable de faire ça, même pas d'essayer de le faire, même pas de le faire 2 jours. Donc, ce que fait la Russie, personne ne l'a fait. C'est unique. Heu donc en fait, il faut être un peu humble, essayer de regarder ce qui est en train de se passer et puis avant de donner des leçons aux Russes, regarder un peu dans quel état est l'armée française.
Cette espèce d'offensive russe est incroyable de toute manière, d'efficacité et de planification. Et voilà, donc, mais après, bon, si vous regardez, bon, il y a notamment, il y a quand même un ou deux généraux qui disent pas n'importe quoi. Il y a le général Kempf notamment, qui pourtant est, je crois, je ne sais plus s'il a l'IFRI ou la Fondation pour la recherche stratégique, qui pourtant sont des organes du régime, hein, qui sont censés confirmer la doctrine du régime. Le général Kempf, il a appelé un peu de recul vis-à-vis des sources. Et moi, je dis exactement la même chose. D'ailleurs, je suis aussi bien les chaînes Telegram pro-russes que les chaînes Telegram pro-ukrainiennes. Notamment, même il y a le fondateur d'Azov, Biletsky, donc, qui est l'ukronazi le plus connu en Russie, en Ukraine avec Yarosh. Je suis son canal Telegram pour voir un peu ce qui se dit de l'autre côté. Mais le problème fondamental, c'est que l'analyse qui est faite en France, déjà, est faite sans débat. Il n'y a personne pour débattre face à ceux que j'appelle les gamelins qui défilent sur le plateau de télé. Ouais, puis enfin, pardon, hein, j'ai beaucoup de respect pour l'armée de par mon Oui, moi histoire aussi. familiale, avec beaucoup enfin, voilà, de par mon histoire familiale, j'ai beaucoup de respect pour l'armée, mais tous ces généraux de salon, enfin bref. J'ai un ami qui apprécie beaucoup vos travaux. Il m'a demandé de vous poser deux questions. Mhm. Je vous dirai après en privé qui c'est, peut-être que vous le connaissez. Il m'a demandé de vous poser la question suivante. Est-ce que certains ne vont pas accuser Poutine d'avoir ressuscité l'OTAN qui semblait mal en point? Non, je ne pense pas. De toute manière, ça, si vous voulez, c'est un peu l'idée de je me fais attaquer dans la rue, je ne vais pas riposter, et puis comme ça, peut-être que les gens vont m'épargner. Ça Ce marche n'est pas pas. comme ça que fonctionne Washington. Ça n'a jamais fonctionné comme ça avec Washington. Washington ne comprend qu'une seule chose, c'est la force. Voilà. Et ils l'ont. Et encore, parce que Washington s'est fait humilier en Géorgie, humilier en Syrie, humilier en Crimée, à Sébastopol, comme je l'ai dit. Et là, ils vont se faire humilier en Ukraine. Mais cela dit, ils comprennent au bout d'un moment. Et d'ailleurs, ils réagissent même, comme je vous dis, ils reviennent sur les sanctions qu'ils ont mis il y a 3 semaines. Ils sont Parce qu'en fautifs. fait, voilà, la seule chose qu'ils comprennent, c'est qu'on leur dise non et qu'on joigne l'acte comment ça s'appelle, La parole aux à actes. la parole. La seule chose qui peut détruire l'OTAN, c'est le départ d'une des grandes puissances européennes, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire l'Allemagne ou en gros l'Italie. Voilà. Si une de ces trois puissances, parce qu'il y a un changement politique à l'intérieur, qui n'est au programme d'ailleurs d'aucun sauf Mélenchon, je crois, on va dire des grands candidats de cette élection présidentielle. Pour avoir ça, faut aller voir Asselineau ou je ne sais même pas s'il a eu ses signatures. Donc, peu importe, bien, il a beaucoup de chance. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne trouverez pas. L'OTAN existait avant 2014. Et ils trouveront toujours une occasion. Avant 2014, ils cherchaient comment justifier leur existence. Donc, ils disaient l'OTAN est fait pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie, enfin en gros au large des côtes de l'Afrique, et combattre le trafic d'êtres humains. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'une alliance militaire avec entrée automatique en guerre de l'article 5 pour lutter contre la piraterie, auquel d'ailleurs la Russie participait très efficacement, ou pour lutter contre le trafic d'êtres humains, ce qui est plutôt le rôle d'Interpol Oui. surtout quand on promeut la GPA en Occident. Donc c'était du grand n'importe quoi. Ils ont immédiatement sauté sur l'occasion de l'Ukraine pour effectivement expliquer ça, mais ce n'est pas la Russie qui a organisé le coup d'État de Maïdan. C'est l'Occident. Donc l'Occident a déclaré une guerre à la Russie par intermédiaire, hein, par proxy, pour faire un horrible anglicisme. Et la Russie a décidé de se défendre. Et ça a donné la situation actuelle. Donc là, c'est faux. Non, il faut surtout se souvenir de ce qu'avait dit Poutine lorsqu'il est rentré en guerre en Syrie contre la coalition islamisto-occidentale. Il a dit les rues de Saint-Pétersbourg, parce que quand il était jeune, adolescent, Poutine était un peu un voyou, et il a dit les rues de Saint-Pétersbourg m'ont appris que lorsque la bagarre est inévitable, il faut frapper le premier. C'est exactement ce qui s'est passé en Syrie. C'est exactement ce qui s'est passé là, le 24, les 22 et ensuite le 24 février 2022.
Enfin, une petite parenthèse, vous avez parlé des raclées prises par les Américains, vous en avez cité beaucoup. On peut également citer la raclée qu'ils ont prise récemment en Afghanistan. Oui, tout à fait. Mais là les Russes, je dirais, ils sont tombés de leur propre incompétence, parce que les Russes n'étaient pas en train de tirer les ficelles derrière. Les Russes détestent avoir de l'instabilité à enfin, aux frontières de leur étranger proche. Si vous voulez, si l'Afghanistan est déstabilisé, ça déstabilise l'Asie centrale. Ça veut dire, comme pour nous, quand ça se passe en Afrique, vague de migrants, criminalité, trafic d'armes, trafic de drogue, etc. Et la Russie a été rapidement rassurée par le gouvernement taliban, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, comme la Chine l'a été, voilà, voilà, c'est oui, non, non, mais voilà, il faut voir une chose, c'est que c'est un peu une tarte à la crème en disant oui, on entend beaucoup dans la bouche des idéologues ou des publicitaires pro-régime français, je veux dire. Les gens comme Thomas Gomard, oui, la Russie a été humiliée. Non, mais ça, c'était vrai au début des années 2000. Maintenant, les Russes, ça fait, en gros, depuis 2008, ils n'ont pas été humiliés. C'est eux qui ont gagné la guerre. D'ailleurs, il y avait j'avais vu un magazine anglais ou américain qui avait dit Poutine n'a jamais perdu une guerre. C'était le titre. Et la réalité, c'est ça, c'est qu'en fait, depuis 2008, Poutine gagne toutes les guerres auxquelles il participe, et c'est toujours en riposte. C'est en 2008, il y a 15 soldats de la paix russes qui ont été tués, donc sous mandat ONU, donc parfaitement légitime. D'ailleurs, l'Union européenne a reconnu que l'intervention russe était légitime. 2015, il est appelé par le gouvernement légal syrien pour intervenir, parce qu'en plus, en gros, il y a plusieurs milliers de volontaires issus du Caucase, pas seulement le Caucase russe, mais le Caucase en général, ou d'Asie centrale qui pourront après être de la chair à canon et être envoyés contre la Russie. Et puis voilà, en 2004, je l'ai déjà dit, en 2014, vous avez la prise de la Crimée comme ça, sans guerre, sans combat, 2 morts en tout. Donc évidemment, voilà, et finalement, c'est la République populaire et de Donetsk et de Lugansk qui, en 2015, l'emporte sur l'armée kievienne soutenue par les États-Unis, et ce qui produit les accords de Minsk. Donc, à cette époque-là, aujourd'hui, la Russie n'est pas humiliée. Ceux-là qui sont en train de se faire humilier, non seulement sur le front militaire, mais sur le front des sanctions, c'est les Occidentaux. Vous avez dit que Poutine avait gagné toutes les guerres qu'il a entreprises. Est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu la bataille médiatique? Alors, je vais vous raconter une blague russe que j'avais entendue après la réunification de la Crimée et de Sébastopol. Et ces 2 officiers donc russes qui se retrouvent au lendemain de la victoire russe, ils se retrouvent en train de prendre un café sur le port de Sébastopol, et il y en a un qui regarde sur son téléphone et il dit ah, blin, ça veut dire flûte en russe. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit je viens de regarder dans les médias occidentaux, il paraît qu'on a perdu la guerre de l'information. Donc, en gros, les Russes s'en moquent. Pour paraphraser Audiard, un BHL, un Glucksmann ou un Enthoven assis iront toujours moins loin qu'un peloton de T-90 ou qu'un missile Kinjal hypersonique. Donc, les Russes ont tiré une croix sur le fait de convaincre les Occidentaux. Une fois qu'ils auront pris Mariupol, ce qui va arriver dans les jours qui viennent, Kharkov, qu'ils auront défait l'armée ukrainienne dans le Donbass, s'ils arrivent à la défaire, honnêtement, que BFM TV en parle ou pas, ça leur est complètement indifférent. Oui, ce n'est pas le sujet. La réalité du terrain l'emporte. Voilà, encore une fois, c'est la dictature du réel. C'est exactement ce que j'avais analysé quand je voyais tous ces projets. Et encore aujourd'hui, oui, il faut sortir de la dépendance du gaz russe, y compris en Allemagne où c'est 55% des livraisons. C'est géologiquement et géographiquement impossible. Alors, vous pouvez effectivement, toute la journée sur BFM TV, expliquer qu'il faut sortir du gaz russe. Vous pouvez dire que l'avenir, c'est les énergies vertes, les ventilateurs et et les miroirs, comme dirait les miroirs aux alouettes, comme dirait Charles Gave. Vous pouvez dire ça, mais à un moment ou à un autre, il faut quand même chauffer, non seulement chauffer les habitations, mais produire de l'électricité au gaz, produire des pneus, donc il faut du pétrole. Et le pétrole russe est particulièrement accessible.
Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le retour au réel. Pour une fois, je vais citer Lénine, ça s'appelle la dictature du réel. Et voilà, et la dictature du réel, ça va être la même chose pour les sanctions et les contre-sanctions que sur le théâtre des opérations. Merci. J'ai encore deux, trois questions. Il y a quelque chose qui m'a dérangé et vous en avez parlé enfin, dans notre échange. Vous savez qu'en Europe de l'Ouest, en Occident, lorsqu'on s'intéresse au débat politique, il y a souvent ce qu'on appelle le point Godwin, cette théorisation par l'universitaire canadien, je crois, que dans une discussion, il y en a toujours un des deux qui va traiter l'autre de nazi. Et je trouve ça dérangeant euh, que, que vous l'ayez fait et que aussi Poutine l'ait fait. En fait, nous, en Europe de l'Ouest, on a souvent souffert de ça, en tant que patriote français, de se faire critiqué de nazis, alors que moi, mon grand-père, il a fait la guerre dans l'armée française. Je suis catholique, je suis royaliste. L'Église catholique a condamné le national-socialisme avec Min der Zorge. Et en fait, aujourd'hui, je trouve dérangeant intellectuellement que vous repreniez cette théorie les Ukrainiens nazis, les bataillons nazis, que lorsqu'on a écouté, j'avais écouté une conférence de presse de Poutine, il parlait de dénazifier l'Ukraine. Enfin, est-ce qu'on est obligé d'employer ce terme un peu valise, un peu fourre-tout pour anathémiser l'adversaire? Alors moi, bon, déjà, si vous écoutez bien ce que je dis, alors quelquefois ça m'échappe, mais je dis systématiquement uchronazie. Parce que l'uchronazisme est je dirais, est une variante du national-socialisme. Enfin d'ailleurs, pas forcément une variante. Si vous voulez, le 19e siècle est intellectuellement raciste. Donc tout le monde est raciste au 19e siècle, à commencer par Jules Ferry, hein, sur le droit et les devoirs des races supérieures vis-à-vis des races inférieures. On parle ouvertement des races. Les anglo-saxons, la géopolitique anglo-saxonne est profondément raciste. Et les auteurs racistes ukrainiens sont antérieurs à Adolf Hitler. Par exemple, Mirknovski, je crois que c'est son nom que je cite dans mon livre, il publie les 16 commandements du nationaliste ukrainien en 1901. Dmitro Donsov, que je citais, il publie Nationalisme, qui est son Mein Kampf à lui, simultanément à Adolf Hitler. Donc, il ne copie pas la doctrine. Simplement, il est dans un mouvement intellectuel qui suit le stupide 19e siècle. Vous devez savoir de qui je parle si vous êtes monarchiste. Donc, ils produisent cette idéologie donc, qui est parfaitement compatible avec celle des nationaux-socialistes allemands. Ensuite, donc, il y a une coopération donc, entre ce qu'on appelle les bandéristes, hein, Stépan Bandera et le national-socialisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis désolé, mais si vous revenez à Mein Kampf, la conquête de l'espace vital est écrite noir sur blanc dans les territoires de l'Ukraine, de la Russie, avec l'expulsion de la population ou le massacre de la population. Ce qui est clair, c'est que Hitler dit noir sur blanc. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Barbarossa, où je parle du très bon livre de Jean Lopez, et je cite les passages de Mein Kampf qu'il faut avoir lu si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, être anti-nazi ou plutôt anti-ukro-nazi en Russie, c'est pas être antifa, c'est combattre une idéologie qui, noir sur blanc, écrivait qu'il fallait que les Slaves étaient des sous-hommes et qu'il fallait les éliminer, conquérir l'espace vital. Et cette idéologie est reprise par le National Corpus, donc qui est l'émanation d'Azov, par toute une partie des idéologues ukrainien et est enseigné dans les écoles. Irina Farion, au moment de Maïdan, elle dit qu'il faut former et donc qui est membre du parti Svoboda, député. Je rappelle que le chef de Svoboda fait partie des trois de Maïdan et était défendu par Tiagnibok, a été défendu par Laurent Fabius. Et donc, vous avez donc Irina Farion qui explique qu'il faut faire un modèle d'école sur celui d'Adolf Hitler. Elle le dit texto, c'est filmé, je l'ai cité dans mon livre, c'est sourcé. Donc, je n'insulte pas les ukro-nazis de nazis. Ils se revendiquent eux-mêmes ainsi. Vous tapez Ukraine nazie, vous avez tout un nombre d'images que tout le monde connaît, tout le monde a publié, de nationalistes ukrainiens en train de faire des igaïs, en train d'arborer des croix gammées. Là, la manière dont, vous savez que pour savoir si quelqu'un avait servi dans la Waffen-SS, je crois qu'on regardait son numéro de tatouage sanguin sous le bras. Là, ce que font les Russes ou les soldats des républiques autoproclamées
pour contrôler les corridors humanitaires, c'est qu'ils retirent les vêtements du haut des gens qui partent pour voir s'ils n'ont pas une croix gammée ou je ne sais pas trop quoi. Et il y en a beaucoup qui en ont, figurez-vous. J'ai vu ça, ouais. Donc, et ils se revendiquent eux-mêmes. Vous voyez très bien l'insigne d'Azov, ces deux runes, c'est les mêmes que la division d'Asreich. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, je les appelle uchronazis parce qu'ils se sont définis en tant que tels. Et si vous allez un peu dans leur discours, dans leurs théoriciens du début du XXe siècle, ou même plus récemment, alors maintenant ils sont plus prudents, vous voyez, mais globalement, de temps en temps, il y en a un qui craque, et vous voyez très bien qu'il y a un héritage parfait entre les uchronazis qui ont collaboré avec les nazis, mais qui d'ailleurs eux-mêmes, les nazis, les considéraient comme des sous-hommes. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à les qualifier de nazis tout court, parce que même ces Ukrainiens qui sont des Slaves, qui coopéraient avec l'Allemagne nazie, donc l'armée Lone M, par exemple, où il y a une SS Galitzina, là, qui n'était pas une Waffen-SS, hein, qui étaient des unités de répression qui dépendaient du Sicherheitsdienst, donc service d'ordre de la SS. Eh bien, ces gens-là, ils le célèbrent à Lvov tous les ans. Ils célèbrent, et maintenant, vous avez des défilés à Kiev, ils célèbrent l'anniversaire de la création de la SS, ou la bataille de Brody, Oui. où a combattu la SS Galitzina. Donc, je suis désolé, c'est pas moi. C'est pas moi qui invente, et je ne traiterai pas quelqu'un de nazi s'il ne l'est. D'ailleurs, pour moi, c'est pas une insulte. Ils se définissent comme ça, et je vais pas prendre des gants pour leur faire plaisir ou pour essayer comment ça s'appelle, de faire, oui, d'ailleurs, pour Oui, faire d'être plaisir accommodant. voilà. Et je dis pas que, bien sûr, tous les Ukrainiens ne sont pas des nazis. Il y a très peu de nazis, en Ukraine. C'est peut-être 2% du corps électoral, et peut-être 2% de l'armée, si j'en crois un article, je crois que c'est en Libération, Le Monde. 2% dans l'armée, c'est déjà beaucoup, hein. Si on avait 2% de nazis dans l'armée française, je pense que Emmanuel Macron commencerait même lui à s'inquiéter. Donc, le problème, c'est que Maïdan les a mis au pouvoir. Évidemment que la population ukrainienne n'est pas nazie. Évidemment que ces gens-là n'auraient jamais aucune chance d'arriver au pouvoir. Mais le problème, c'est que nous, les Occidentaux, nous les y avons mis. Et je continuerai à dire uchronazis parce qu'ils le sont. Bon, très bien. Merci de la réponse. J'ai encore une ou deux questions. Alors, je vous ai parlé de Poutine et de Zelensky. Je suis français, j'habite en France. Macron était parti en Russie avec tambour et trompette. Il était revenu en France fanfaronnant en parlant d'un sommet de la paix entre Biden et Poutine. Comme chacun sait, c'était un 1er avril avant l'heure. Mais plus sérieusement, est-ce que Macron peut être l'homme de la situation? Est-ce qu'il peut être l'homme de paix? Non, je pense que Macron, en tant que chef d'État occidental, est peut-être celui qui a la plus grosse responsabilité dans la guerre actuelle, puisque c'est à lui que Vladimir Poutine a donné la chance d'éviter cette montée à la guerre, cette marche à la guerre. La première chose, aujourd'hui, d'après ce qu'a dit le ministère de la Défense russe, le 22 janvier, le renseignement russe a annoncé l'imminence d'une offensive en mars pour lancer en fait les nettoyages ethniques de Donetsk. Visiblement, le plan des Occidentaux, dans la mesure où les défenses dans l'est de l'Ukraine sont vraiment très solides, d'ailleurs c'est pour ça que les Russes avancent, mais avancent très lentement dans le Donbass, eh bien ces défenses, l'idée c'était d'attirer les Russes dans une guerre dans le Donbass, de mettre des sanctions, mais personne ne s'attendait à ce que les Russes passent à la fois par le sud et par le nord. Donc c'est ça qui a été la grande surprise, la très mauvaise surprise pour les Occidentaux, et qui a permis la victoire opérative dont j'ai parlé dès le début du conflit. Donc le 22 janvier, Poutine sait qu'il va y avoir une offensive. Et la question, c'est est-ce que Macron le savait ou pas? Ce qui est clair, c'est que c'est justement à cette période où Vladimir Poutine donne une chance aux accords de Minsk, une dernière chance, alors que normalement, les accords de Minsk sont caducs depuis décembre 2015, et ils ont été validés par comment dirais-je, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, donc par la France,
par les États-Unis, par l'Angleterre, par tous les membres permanents. Donc en fait, ces membres permanents, ça aurait dû être eux qui auraient dû se joindre à l'armée russe pour forcer Kiev à appliquer les accords de Minsk, puisqu'ils ont voté cette résolution, donc ils s'y sont engagés. Mais la Russie a été patiente de décembre 2015 jusqu'à février 2022. Et moi, je suis persuadé que les Russes n'avaient pas prévu d'attaquer, pour une raison très simple, c'est qu'en janvier, la Russie multiplie par 5 ses achats de bons du Trésor américain. La Russie, depuis la mi-2021, avait commencé doucement à rapatrier une partie de ses actifs, justement. Et là, ils ont déclenché donc cette opération. Et la moitié des actifs, comme vous l'avez vu, ce qui était facilement imaginable, a été bloqué par les banques occidentales. Donc, ça veut dire que cette opération a été décidée en urgence parce que, encore une fois, la Russie a eu l'information qu'il y a une accumulation de force dans le Donbass. Et depuis, il faut voir que depuis le mi-janvier, ça bombardait, depuis début février, ça bombardait tous les jours comme jamais sur toute la ligne de front. Moi, j'ai des amis, je suis en contact avec Christelle Néant, qui est journaliste sur place. Elle m'a dit, on n'a pas vu ça depuis, depuis qu'elle est arrivée. Elle est arrivée après 2014. Mais c'était quelque chose qui inquiétait tout le monde. Et finalement, eh bien, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, encore une fois, a frappé en premier, dans la mesure où ça devenait inévitable. Et ce qui a permis d'ailleurs cette victoire opérative extrêmement rapide. Donc, je ne sais plus quelle était votre question. Macron, l'homme de paix. Oui, donc voilà. Donc une personne aurait pu empêcher ça, c'était Macron, puisque la France comme l'Allemagne sont garantes du processus de Minsk. Ils étaient là à Minsk. Il y avait Vladimir Poutine, Angela Merkel, François Hollande et à l'époque Petro Poroshenko. Donc c'était à la France et à l'Allemagne de le faire. L'Allemagne venait d'avoir un nouveau chancelier, donc il découvrait les dossiers, Scholz. C'était vraiment à la France de jouer son rôle et je pense que Poutine c'est ce que voulait Poutine. D'ailleurs, quand Macron rencontre Poutine, donc fin janvier, la première chose que lui dit Poutine, c'est à votre place, il y avait Nicolas Sarkozy en 2008 et il a mis fin à la guerre avec la Géorgie. Donc c'est ça qu'attendait Vladimir Poutine. Résultat, Macron, avant de rencontrer Vladimir Poutine, le menace publiquement en disant si la Russie n'accepte pas, il y aura des sanctions très dures. Donc, avant de rencontrer Poutine. Ensuite, il va à Kiev. À Kiev, il ne parle absolument pas des accords de Minsk, même pas d'un échange de prisonniers. Il n'obtient absolument rien. Et donc, à partir de ce moment-là, Vladimir Poutine comprend qu'il n'y aura rien à tirer de la France. Et moi, je pense qu'Emmanuel Macron était au courant de cette offensive qui se préparait. Voilà, qui devait avoir lieu mi-mars, justement, pour ne pas déranger les élections, pour permettre en plus à Macron de surfer là-dessus. Donc je pense que Macron était au courant de l'offensive qui se préparait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les Russes le savaient. Et je pense que Poutine a compris qu'Emmanuel Macron était complice de cette opération. Et bien, du coup, la voix de la France a cessé de porter. Mais s'il y avait bien un chef d'État occidental qui pouvait éviter cette guerre, c'était Emmanuel Macron. Et donc la responsabilité lui en va totalement. Malheureusement, aucun des candidats, grands candidats à la présidence française n'a eu le courage de lui dire ça en face et c'est vraiment regrettable. Très rapidement, si possible, même si la question est complexe, quel est le rôle de l'État d'Israël dans ces fameuses négociations dites officielles et dites secrètes? Le rôle est assez faible. C'est plutôt Israël a deux problèmes aujourd'hui. Tout d'abord, Israël ne peut pas ne rien faire parce que 20% de sa population est originaire de l'ex-URSS, essentiellement de l'Ukraine et de la Russie. Donc, il y a beaucoup de juifs de ces origines qui voient ce qui se passe et donc, Israël ne peut pas ne rien faire. Le gouvernement doit montrer qu'il fait quelque chose. Ensuite, il y a quelque chose qui fait très peur à Israël, c'est les concessions que serait prêt à faire le gouvernement de Joe Biden à l'Iran. Parce que comme il y a un boycott sur le pétrole russe, il faut remplacer le pétrole russe pour éviter ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la flambée des cours du pétrole. Donc il y a deux solutions, il y a le Venezuela et il y a l'Iran. Alors, a priori, je pense que là, à l'heure qu'il est, Israël peut être assuré, puisque les États-Unis sont allés voir l'Iran en disant bah voilà, si vous voulez, on signe un bon contrat de pétrole, on vous autorise à exporter du gaz et du pétrole. Et puis après, on va discuter d'élever des sanctions. Et l'Iran et le Venezuela ont fait la même réponse en disant vous levez toutes les sanctions et après on verra.
Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs on entend moins parler Israël maintenant, parce que je pense qu'ils ont été rassurés, paradoxalement, par la réponse de Téhéran. Et aujourd'hui, si vous voulez, on voit très bien que les États-Unis ne sont plus en mesure d'aller voir n'importe quel pays en leur disant qu'il faut vous aligner sur les sanctions. Même l'Arabie saoudite a refusé. Même l'Arabie saoudite a dit qu'elle était prête à vendre son pétrole en yuan. C'est quasiment une déclaration. Enfin, le pays aurait été rasé pour moins que ça il y a 20 ans. Là, les Russes sont en train de mettre un système de change direct avec le roupie indien. Pareil avec le yuan chinois. On assiste à la fin de Bretton Woods, à la fin du pétrodollar, et Washington n'y peut rien. Et donc, il y a aussi ça, à mon avis, qui inquiète énormément Israël, c'est que je pense qu'il y a des gens suffisamment intelligents là-bas pour comprendre qu'en fait, le monde sur lequel Israël s'appuie, c'est-à-dire le monde occidental, est en train de s'effondrer. Et ça, pour Israël, c'est un gros, gros problème. Mais je pense que le rôle en tant qu'organisateur des négociations est assez insignifiant. C'est plutôt la Turquie là, qui est en train de tirer son épingle du jeu et qui va sortir grand gagnante de la situation, à la fois du point de vue économique, tourisme, pays qui va permettre de contourner en fait les sanctions. Voilà, donc voilà, plus que Israël, je pense que c'est la Turquie qui joue un rôle fondamental dans cette crise. Eh bien, écoutez, merci, M. Moreau. Dernière question, un peu de prospective, si possible. On sait tous que Macron est un incompétent doublé d'un irresponsable. Est-ce qu'il y a un risque que celui-ci décide d'envoyer nos soldats de manière officielle sur le front ukrainien et avec la conséquence d'une frappe tactique nucléaire? Est-ce que vous pensez qu'il en est capable? Je ne pense pas qu'il aille jusque-là. Je sais qu'il est entouré d'incompétents et que lui-même n'est pas très futé. Mais déjà, il faut voir que le soutien militaire français ne servirait pas à grand-chose. Ça ne fera pas changer la bascule du rapport de force sur place. L'entrée en guerre de l'armée américaine, oui, aura une conséquence. L'entrée en guerre de la France et même de l'Allemagne, étant donné l'état des deux armées, n'amènerait pas à un changement radical. L'envoi symbolique de soldats français, c'est effectivement le début de la guerre. Mais ça voudrait dire qu'il est prêt à l'escalade nucléaire, puisque la France est une puissance nucléaire. Donc, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, le discours, d'ailleurs, vous avez un discours de Stoltenberg hier, qui a dit, qui commençait à mettre en garde les pays de l'OTAN d'y aller doucement. Parce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas tellement la France, c'est la Pologne, qui a complètement perdu la raison. Et eux, en fait, ils essayent. J'exclus pas d'ailleurs qu'à terme, la Pologne prenne de sa propre initiative l'initiative d'envahir l'ouest de l'Ukraine pour reprendre ces territoires qui lui ont appartenu à certaines périodes de leur histoire, autour de la Galicie et de la Volhynie. Et pourquoi pas, d'ailleurs, la Hongrie pourrait en faire autant, puisque tous ces territoires ont été volés par Staline pour être donnés, être intégrés à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Donc, c'est plutôt ça le risque. Le risque, à mon avis, de déstabilisation, c'est la Pologne, mais je ne suis pas persuadé que Biden, qui voit l'échéance du mois de novembre qui arrive, qui va être une véritable raclée pour le Parti démocrate, ait envie que l'escalade aille jusque-là. Et après, le problème, c'est qu'en France, c'est un pays de fanatiques. Hein, la gauche que j'ai décrite dans mon livre, hein, la gauche bourgeoise, qui apparaît au moment de la Révolution française, faut bien se rappeler, c'est Brissot qui, en avril 1792, déclare la guerre aux tyrans en Europe. C'est complètement irrationnel. Mais donc voilà, donc après, on a des élites en France de gouvernement qui sont à la fois irrationnelles, incompétentes et fanatisées. Donc, on peut s'inquiéter, mais je pense que le gaz en rouble et la crise alimentaire, financière, énergétique qui se prépare va peut-être calmer un peu tout le monde. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci pour cet entretien passionnant, puis à très bientôt. À bientôt.